Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par Réseau Environnement et en partenariat avec l'organisme Clean Air Partnership. Je me présente, je suis Marion Harvey, chargée de projet chez Réseau Environnement. Je serai votre animatrice et intervenante pour ce webinaire. L'objectif ce matin est de vous faire un survol d'une boîte à outils, de vous présenter des cas concrets de villes qui ont adopté des règlements pour rendre le développement du territoire plus durable. Ainsi, on espère vous inspirer à en développer au sein même de votre municipalité ou de votre MRC. Aujourd'hui, nous avons... je vais changer de diapo. Excusez. OK, parfait. Donc, tout d'abord, juste pour vous informer, là, tous vos micros sont désactivés. Les questions peuvent être posées par écrit si vous en avez pour nos intervenants qui vont avoir un petit peu plus tard et pour moi-même. Donc, ça va être vraiment, écrivez vos questions-réponses dans cette section-là. Si vous avez des problèmes techniques, on vous demande de l'écrire directement sur le chat. Évidemment, tout le support visuel et l'enregistrement du webinaire sera disponible à la fin de la présentation. Donc, en fait, juste un petit instant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Réseau Environnement, c'est le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec. Donc, Réseau, en fait, agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte. C'est un carrefour d'informations, d'expertise qui favorise l'émergence de solutions environnementales. On assure l'avancement des technologies, de la science, dans une perspective de développement durable. L'organisme rassemble vraiment des experts dans le domaine public, parapublic, privé, qui œuvrent dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, de l'air, changement climatique, de l'énergie, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité. On organise de grands événements tels qu'Americana, le Salon des technologies environnementales du Québec, puis également on publie la revue spécialisée Vecteur Environnement. Donc en fait, aujourd'hui, l'ordre du jour, je vais vous présenter rapidement l'organisme Clean Air Partnership. Par la suite, je vais vous présenter la boîte à outils qui porte sur l'intégration de normes de développement durable pour les municipalités. Par la suite, vous allez également l'application au contexte québécois, évidemment. Il va y avoir deux intervenants, dont Isabelle Demers de la ville de Nicolet et Jean-François Morisset de la ville de Victoriaville, qui vont vous présenter des règlements intégrant une optique de développement durable qui ont été adoptés au sein même de leurs villes respectives. Oups, j'ai un petit peu, juste un instant. OK, parfait. Donc, l'organisme Clean Air Partnership, c'est un OSBL qui a été créé en 2000 pour aider vraiment les collectivités. On parle de municipalités, MRC, villes, afin d'améliorer la qualité d'air, le réseau de transport actif et d'entreprendre aussi des mesures climatiques audacieuses. Ils ont en fait comme vision que les municipalités canadiennes puissent devenir durables, saines et surtout résilientes. C'est une initiative qui est financée par le gouvernement du Canada et la Fédération, et diffusée par la Fédération canadienne des municipalités. Donc, en fait, l'organisme a vraiment développé le projet Climate Action Support Center, qui a permis en fait de créer un document qui fait office de boîte à outils pour les collectivités canadiennes, donc les municipalités. Ça a été conçu par 8 municipalités ontariennes. Malheureusement, comme vous pouvez comprendre, là, il s'agit d'un outil qui a été rédigé en anglais. On a d'ailleurs déjà fait la demande là, pour qu'il puisse avoir une traduction française de cet ouvrage. Donc, en fait, l'objectif de cette boîte à outils-là aujourd'hui que je vous présente, c'est vraiment d'aider les employés municipaux à développer ou même à améliorer leur réglementation sur l'aménagement du territoire et également les bâtiments pour vraiment là, intégrer là, des Green Development Standards. Donc, c'est en intégrant des mesures éco-énergétiques ou de développement durable. Donc, en fait, l'objectif de cette boîte-là, elle offre une aide pour communiquer, développer, mettre en place des normes de développement vert. La boîte à outils vous offre des outils pour les employés municipaux afin d'aider à mieux comprendre, entre autres, tout ce qui entoure le cadre législatif et normatif. D'ailleurs, il y a vraiment une section, un outil qui est consacré par rapport à ça. Par exemple, là, on parle vraiment législation au niveau Ontario. Donc, pour ce qui concerne le Québec, peut-être l'éviter, mais vous focaliser plus sur les autres sections.
Ensuite, la boîte offre un accompagnement pour identifier des leviers, des incitatifs auxquels vous pourriez vous appuyer. Offre également un cadre de référence pour suivre vos progrès à travers vos démarches, également des exemples réels pour concevoir vos propres normes. Donc, en fait, c'est quoi le Green Development Standard? Je vais vous l'expliquer. C'est des règlements qui peuvent être, ou des mesures qui peuvent être sur une base volontaire ou obligatoire. Donc, en fait, ça permet de guider la planification, la conception du territoire, vraiment en prenant en compte la collectivité dans son ensemble. Donc là, on parle autant de la santé publique, le changement climatique, l'énergie, puis l'utilisation des ressources. Vous avez ici, là, je vous ai mis quelques éléments qui s'intègrent dans les Green Development Standards. Donc, vous avez autant la proximité des réseaux de transport, les voies de circulation multifonctionnelles, autobus, pistes cyclables, piétons, automobiles, la diversité des usages et densification du bâti. Du bâti. Vous avez une bonne portion là, dans la boîte à outils qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, vous avez un volet complet là, qui explique plusieurs certifications possibles qui sont disponibles au Canada et au Québec. C'est vraiment une cible qui est vraiment pertinente à intégrer là, dans vos normes si vous voulez réussir à réduire vos gaz à effet de serre. Vos émissions de gaz à effet de serre. Les bénéfices, en fait, à intégrer ce type de normes, de Green Development Standard pour votre ville ou municipalité, peuvent vraiment se refléter là, sur plusieurs sphères. Donc, on a autant la sphère de l'environnement, donc on peut parler de minimiser les émissions de GES, réduire le ruissellement des eaux de pluie et mieux également les évacuer. On parle d'améliorer la santé publique, accroître la qualité d'air, réduire les îlots de chaleur. Sur la sphère des municipalités, bien, ça peut être autant d'améliorer votre parc immobilier, de réduire le fardeau là, de vos installations municipales grâce à la conservation de l'énergie ou de l'eau. Aussi, c'est fournir également une flexibilité puis une certitude aux promoteurs puis aux propriétaires de votre région. Par exemple, en exigeant une meilleure qualité des bâtiments, ce qui va leur permettre de réduire leurs coûts d'occupation. Ensuite, je vous ai donné un peu un visuel un peu plus concret là, le schéma qui représente un peu le processus d'élaboration des Green Development Standards. Donc, vous avez tout d'abord, vous identifiez des catégories. Par la suite, vous avez des indicateurs à établir. Par la suite, vous allez vous fixer des cibles. Donc, en fait, des mesures, des objectifs que vous voulez atteindre. Je vais juste passer au prochain. Puis également, vous avez, pour chaque cible identifiée, vous avez différentes mesures intégrées. Vous pouvez avoir qui sont, vous pouvez en avoir qui sont exigées de facto ou qui sont sur une base volontaire, par exemple appuyées par des programmes incitatifs et tout. Je vais juste passer au prochain. Donc, en fait, pour chaque mesure, l'objectif, en fait, est d'établir des mesures là, qui vont croître au fil du temps, qui vont être de plus en plus restrictives. Donc, vous allez y aller par étapes, en fait. Donc, vous allez vraiment là, développer là, toute une structure là, pour développer ces normes. Ensuite, bon, je vous ai donné l'exemple un peu là, pour chaque catégorie. Vous pouvez avoir différentes cibles, différentes mesures à intégrer. Ça, c'est un exemple que vous avez ici. Je vous ai donné, par exemple, une cible, une mesure, ça serait de maintenir le couvert végétal. Donc, on va indiquer, ça s'applique à quel type de règlement auquel que vous voulez adopter ces mesures-là. Vous allez indiquer vos étapes 1, 2, là j'ai mis 1, 2 et 4. Donc, ultimement, là, vous voulez vous rendre à quoi? Donc, par exemple, protéger 50% d'une superficie avec un couvert végétal. Comment vous voulez appliquer cette mesure-là? Qui en est responsable? Et aussi, bien important, justifier cette mesure-là. Au final, en fait, là, vous avez, dans la dernière section de la boîte à outils, vous avez 4 phases pour intégrer les Green Development Standards. En fait, ça va vraiment vous permettre de les encadrer. Le tout vraiment est expliqué là, dans la boîte à outils, étape par étape. Vous avez même le contenu des rencontres et des consultations où ils sont tous décrits. C'est très bien fait. Donc, en fait, la première phase, excusez-moi, c'est vraiment de mettre en place une équipe, d'identifier les objectifs en s'assurant de
de rester dans la même direction que la municipalité de leur politique déjà mise en place, effectuer une analyse des meilleures pratiques, une analyse juridictionnelle des programmes disponibles pour la municipalité qui pourrait être en appui, par exemple. Donc, la phase 2, on parle de développer des cibles, des mesures que vous voulez atteindre, élaborer un plan de consultation interne et externe des parties prenantes. C'est très important pour avoir un peu le pouls de tout le monde, les points positifs, les points négatifs. Ensuite, en phase 3, bien, on parle de communiquer le projet, de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez intégrer comme normes. À toutes les parties prenantes, évidemment, pour ne pas travailler en silo. Pensez également peut-être à former le personnel aux besoins. Donc, c'est vraiment là, important là, de bien communiquer pour éviter des contestations lorsque vous adoptez des règlements. C'est arrivé dans des villes où ils ont fait l'adoption de certains règlements. On peut parler, par exemple, d'intégrer des toits végétalisés à Gatineau. Ils ont fait l'adoption, puis par la suite, il y a eu contestation. Donc, si on travaille vraiment, on peut essayer d'éviter ces problèmes-là peut-être. Donc, évidemment, pour terminer la phase 3, on parle d'adoption de la mesure. En phase 4, on parle de développer vraiment là, un processus de suivi puis de surveiller l'adoption des différentes mesures. Donc, en fait, ça fait un petit peu le tour de la boîte à outils. Là. Si vous avez vraiment là, des questions très précises, il y a un représentant de l'organisme Clean Air Partnership, c'est Kevin Béhan. Vous pouvez lui poser des questions très précises. Sinon, je vais voir s'il n'y aurait pas des questions. Autrement, vous avez le lien de la boîte à outils que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est directement sur le site de l'organisme Clean Air Partnership. Vous avez dans la section ressources, vous allez pouvoir retrouver cet outil-là. Je vais juste aller voir s'il n'y a pas des questions. Donc, je ne vois pas des questions. Juste un instant. Donc, si vous avez des questions pour cette section-là, vous pouvez les poser maintenant, sinon on peut y revenir un petit peu plus tard. Donc, je vois qu'il n'y en a pas. OK, parfait. Donc, on va passer tout de suite, en fait, à la prochaine partie du webinaire. Ah, attendez juste un instant. OK, oui, je vais juste répondre rapidement à une question. Donc, en fait, les Green Development Standards seraient-ils une boîte à outils similaire et complémentaire à l'approche BNQ 21 000? Je ne pourrais pas vous répondre, en fait, directement si c'est similaire. Je connais moins cette approche-là, puis la norme ISO 37122, malheureusement. Je pourrais peut-être vous répondre plus tard. OK, parfait. Donc, en fait, on va continuer là, avec nos deux intervenants. En fait, ils ont pris part dans leur ville à l'élaboration et l'adoption également de règlements dans la même mire de ce que je vous ai présenté. Cependant, ils n'ont pas eu recours là, à la boîte à outils qu'on vous a présentée. C'est quand même assez très récent, la boîte à outils qui a été publiée. Donc, on voulait vraiment là, vous présenter, vous montrer que c'est possible là, de réaliser là, des projets puis d'adopter des mesures ambitieuses et tout. Donc, on va commencer en fait avec Isabelle Demers. Je vais vous laisser la présenter. Je vais juste arrêter mon partage. Juste pour répondre rapidement, là, non, il n'y a pas de coût pour l'accompagnement offert. C'est vraiment un guide qui est destiné là, pour les employés au municipal. Donc, Madame Demers. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Donc, je vais vous laisser vous présenter. J'ai arrêté mon partage d'écran, donc vous allez pouvoir commencer votre présentation. Je vais faire le mien. Si on commence au début, ce serait mieux. Donc, bonjour à tous. Je me présente Isabelle Demers, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable à Nicolet. Depuis bientôt presque 2 ans, là, je suis en train de compléter ma 2e année. Donc, je vais vous partager un petit peu la petite histoire pour Nicolet, pour des quartiers durables.
Un peu pour se situer, et je pense que mon collègue par la suite va le faire également. Là, je parle de collègues de région. Donc, on est situé au centre du Québec. On est la 4e ville en importance. Dans la MRC, ici, Nicolet-Yamaska. Nicolet représente donc le chef-lieu de la MRC. Une population environ de 8 400 habitants. Et comme on peut le voir sur la petite carte, on est bordé par le fleuve Saint-Laurent, donc près du lac Saint-Pierre. On a la rivière Nicolet qui traverse le territoire, qui vient vraiment faire un découpage en 2 parties. Superficie de 94 km² et 80% du territoire est agricole. Donc, mise en contexte d'une vision d'aider donc à la ville de Nicolet, on peut dire qu'on est vraiment développement durable. Moi, ça fait seulement, comme je l'ai dit, juste 2 ans à peu près que je suis ici. On a un conseil municipal sensible et orienté vers la protection de l'environnement et à tous les niveaux, je vous dirais. Quelques éléments qui ont été concrétisés ici sur le territoire, ce serait donc en 2013 l'adoption du plan d'action pour la réduction des GES. Et on est très content. En 2019, on a reçu une belle note. Donc, Nicolet devient la première ville du Québec à réduire pour l'administration publique de la ville à moins de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. On en est bien fiers. Par la suite, bien, dans le développement de la ville de façon générale, on est toujours en train de développer sur plusieurs mesures, que ce soit le transport actif, l'éclairage public, les véhicules électriques, etc. Là, je viens d'en passer. Donc, on pourrait dire que dans chaque projet, on essaie de mettre une petite touche de vert parce que les élus sont très axés là-dessus, les employés municipaux aussi, on y croit et on veut continuer en ce sens. Donc, si je vous mets une petite diapo pour vous expliquer un peu d'où on part et où on veut s'en aller, je vous dirais que Nicolet, c'est une ville qui a été fusionnée dans les années 2000 comme plusieurs. À la base, c'était 3 municipalités. Donc, on avait tout ce qui est Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Ensuite, on avait Nicolet-Sud, qui est vraiment la section plus agricole, et le Nicolet que l'on connaît là, de son nom, donc le principal périmètre urbain. Donc, ce qui reste le principal périmètre urbain aujourd'hui de Nicolet et l'autre section orange de l'ancien périmètre de Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Donc, on a vraiment là, 2 périmètres urbains sur le territoire. Là, on voit ici, j'ai mis une photo de développement Faubourg du Ruisseau. Dans les années 2011, on le voit aussi dans les statistiques, il y a vraiment une forte croissance de la ville et les développements ont commencé à pousser tranquillement. Et on se demandait à un moment donné comment mieux développer nos quartiers pour optimiser toujours la qualité de vie des gens dans ces milieux de vie-là que constituent les nouveaux développements. Donc, en 2011, la croissance est vraiment faite, ça s'est accentué. Là, c'est un petit peu stable dans les dernières années. Donc, il a vraiment fallu amorcer une réflexion, je vous dirais, pour se positionner au niveau du développement qui est amorcé. Vous avez un peu ici l'organisation spatiale du périmètre urbain principal, donc l'ancien Nicolet qui constitue le PU principal. Donc, les développements qui vont s'effectuer, qui s'effectuent présentement et qui vont s'effectuer à l'avenir, c'est vraiment dans les zones plus orangées. Donc, on a encore du développement pour, comme on voit sur la carte, c'est indiqué là, pour 50 ans. Donc, on a encore beaucoup de terrain là, pour développer les prochains quartiers résidentiels. Donc, depuis 2010, comme j'ai dit, 2011, début de la croissance, la Ville maintient un règlement sur les ententes promoteurs qu'on appelle. Donc, ce règlement-là est vraiment arrivé dans les débuts de la croissance 2010-2011 parce qu'on voyait que les promoteurs, eux, voulaient développer et on voulait les accompagner là-dedans. Donc, comme la loi sur l'aménagement le permet, en vertu des articles qui sont mentionnés, on a décidé de faire un règlement pour justement aider financièrement les promoteurs à développer. Donc, le règlement relatif aux ententes pour la réalisation des travaux municipaux, depuis 2010, il a changé. Il y a eu quelques variantes. Donc, différentes règles au cours des années ont été mises en place, comme j'ai marqué, pour le partage des coûts d'apprentissage. Je veux dire que ça a nécessité un apprentissage dans ces dernières années-là, donc on s'est adapté à ces changements-là. Puis, dans la dernière décennie, je vous dirais qu'un certain nombre de constats se sont dégagés en moins de ces années-là pour réaliser que peut-être qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Parce que là, on se disait, oui, il y a une croissance, on est en train de
de se développer. La Ville met des actions concrètes, elle, financièrement. Mais il faudrait peut-être aussi que les promoteurs puissent aussi développer dans notre sens à nous. Donc, tout ce qui est de nouveau développement, puis on rase le boisé, puis on construit des nouvelles maisons, on s'est dit, ça n'a peut-être comme plus d'allure de poursuivre dans cette lignée-là. Donc, moi, je suis arrivée, la démarche était déjà entamée au niveau du nouveau règlement sur les promoteurs. J'ai collaboré, mais la vision était déjà amorcée là, par les élus municipaux et l'administration municipale. Donc, le règlement il a été adopté, ça fait tout juste 1 année et demie, donc en 2019. Il est vraiment basé sur une grille d'analyse qualitative. Fait que là, j'ai vraiment mis des photos de chacune des grilles. Il y en a 4 au total. Il y en a 3 principales sur lesquelles les promoteurs doivent, on va dire, entre guillemets, là, coter pour avoir des points pour pouvoir bénéficier de l'aide financière. Donc, les thématiques de ces grilles-là sont la première, infrastructure routière et gestion des eaux de pluie, les aires de vie communes et trames urbaines, la préservation faune, flore et gestion des aires végétalisées et forestières. Et nous en avons une 4e qui s'intitule « Mesures volontaires supplémentaires ». Donc, celle-là, le promoteur, dans le fond, il peut venir bonifier le projet. Il n'est pas obligé, sauf que s'il vient mettre des mesures dans ce sens-là, c'est qu'il va avoir plus de points. Donc, l'aide financière de la Ville sera avantagée. Donc, on parle de, ça peut être la superficie des parcs qui va être plus que le 10 % qu'on demande. Ça peut être de mettre des bornes de recharge publique électrique. Ça peut être de mettre toute innovation technologique que je ne pourrais pas vous mentionner concrètement en quoi ça consiste parce qu'on veut que les promoteurs s'adaptent au fil des années à toute innovation qu'il pourrait y avoir. Donc, ce sera le bénéfice de pouvoir intégrer ça dans leur projet. Et compensation carbone aussi. Donc, ça, c'est les 4 éléments sur lesquels les promoteurs peuvent vraiment là, faire une attention particulière pour aller chercher un bonus là, dans la participation financière. Le maximum de points que les promoteurs peuvent aller chercher, c'est 100 points par grille. Donc, les 3 grilles qui sont mentionnées là, ça fait un total de 300 points. Et la 4e, s'ils peuvent aussi mettre des mesures volontaires, mais ils peuvent aller chercher un autre total de 100 points pour un maximum de 400. Donc, si le promoteur a 400 points, on le souhaite, on rêve peut-être en couleur, mais on souhaite rêver à ce sens-là. Il peut aller chercher 100 % de financement des infrastructures. Et par la suite, là, ça se décline jusqu'à un minimum de 60 % selon le pointage obtenu. Là, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. C'est sûr que le temps va sûrement passer. Les principaux obstacles et défis de ce changement, parce que c'est vraiment, je vous dirais, un virement à 180 degrés. Parce que là, on veut vraiment que les promoteurs s'investissent dans le développement de la ville, parce que nous, on ne peut pas le faire concrètement pour eux à leur place. Mais avec ces incitatifs-là, on se dit, bien, ça va juste améliorer la qualité de vie de nos quartiers. C'est sûr que c'est un changement de pratique pour les promoteurs. Il y a des promoteurs qui nous ont dit, êtes-vous vraiment conscient de ce règlement-là que vous avez mis en place? Ça va être difficile. Les gens nous disent, il faut changer la mentalité des citoyens, parce que les promoteurs se disent, moi, si je veux vendre un terrain, il faut que je sois convaincu pour convaincre le futur acheteur. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité à amorcer. Et nous-mêmes, il faut qu'on soit convaincus pour être capable de convaincre les promoteurs et par la suite qu'eux puissent convaincre les éventuels acheteurs. Donc, c'est un changement de mentalité pour les citoyens. C'est une grande acceptabilité sociale de façon générale pour les résidents. C'est sûr que ça va motiver un peu la façon de concevoir nos budgets parce que par la suite, les aménagements qui vont être faits, si on mentionne que ce soit des nous végétalisés qui sont dans l'emprise de la ville, mais il va falloir prévoir des budgets, nous, pour qu'on puisse procéder à l'entretien, chose qu'on ne faisait pas là, dans le passé et que dans les prochaines années, il va falloir vraiment en mettre là, dans nos budgets. Donc, comme je l'ai dit, capacité d'adaptation selon les aléas des changements climatiques parce que ici, on est affecté par les zones inondables. On a eu des pluies assez importantes dans les dernières années, les derniers mois. Donc, on constate que le monde et les changements climatiques sont en transformation. Donc, on devra s'adapter au fil des années pour peut-être modifier ce règlement-là et y ajouter d'autres éléments.
Et là, je ne sais pas à combien de temps je suis rendue. Vous êtes pas mal dans le temps, là. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne suis pas rentrée dans le détail de chacune des fiches parce que chaque fiche vient vraiment se décliner dans certaines mesures, là. Donc, si je prends infrastructure routière et gestion des eaux pluviales, mais là, c'est là qu'on vient penser de réduire vraiment tout ce qui est les égouts pluviales. On souhaite ne plus en avoir. Donc, selon la quantité que le promoteur pourra prévoir, bien, il verra bonifier, comme j'ai dit tantôt, sa note. Tout ce qui est aire de vie commune et trame urbaine, on souhaite que les rues soient vraiment diminuées en largeur. On demande, par exemple, un 4 mètres de large maximum. On veut qu'il y ait des pistes cyclables, on veut qu'il y ait un couvert de canopée, on veut vraiment des milieux de vie durables. Je ne pourrais pas dire qu'on irait jusqu'à un écoquartier parce qu'on va quand même conserver l'usage habitation. Il n'y aura pas vraiment de mixité commerciale et tout, mais on parle vraiment de quartier durable. Donc, préservation de la faune, c'est sûr que flore et on ne veut plus que les promoteurs arrivent puis on jette les arbres par terre puis on développe là-dedans. On veut qu'il y ait une sensibilité à la conservation de ce qui est en place. Madame Demers, je vais devoir vous arrêter. C'est bon, je conclue là. Merci. Excusez-moi, mais on a quand même plusieurs questions. Je vais commencer par la question de Madame Rouleau. Est-ce que les 3 premières sont obligatoires? Je m'explique. Est-ce qu'un promoteur pourrait coter fort dans les grilles 1, 2 et 4, mais dans la troisième, mais pas dans la troisième et se classer comme un autre qui cote fort dans les grilles 1, 2 et 3? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Bien, la quatrième, je ne sais pas si c'est ça la question, la quatrième est vraiment volontaire, sauf que le maximum de points que le promoteur pourrait recevoir sera seulement de 300. Donc là, il vient de baisser à 300 points, donc il pourrait recevoir entre 80 et 90 de l'aide financière. C'est à son choix parce qu'il y a vraiment des promoteurs qui m'ont dit écoutez, moi, ça, c'est sûr que je ne rentre pas là-dedans, ça va être difficile et tout. Bien, c'est correct, sauf que vos points vont diminuer, puis l'aide financière de la ville, bien, elle va être de moindre mesure. Super. Par la suite, deuxième question. Est-ce que votre règle... Oups, je vais juste commencer. Est-ce que votre règle pour l'entente avec les promoteurs de Nicolet est disponible en ligne? Quel est le titre exact? Est-ce que... Voilà. En ligne, je ne pourrais pas me prononcer, mais c'est un règlement qui est adopté, donc c'est de nature publique. Donc, c'est un règlement avec un numéro. Là. Il y a toujours possibilité de le transmettre. Là. C'est pas caché, on l'a transmis à nos promoteurs, donc c'est de nature publique. Les incitatifs financiers proviennent de quel fonds municipal? Les incitatifs financiers, de quel fonds municipal? Au niveau de notre budget? Oui, donc en fait, dans votre grille d'analyse, je crois qu'il y avait une forme d'incitatif financier ou que vous parliez un peu plus tôt. Bien, nous, dans le fond, ça va être même notre fonds général de roulement, nos budgets là, annuels là, dans lesquels on va piger pour donner l'aide financière. L'aide financière, c'est un maximum de 20 par année sur une période de 5 ans que le promoteur va se voir recevoir. Je ne sais pas si je réponds bien. OK, parfait. Puis, dernière petite question vite, vite, parce que sinon on dépasse. Quel a été l'impact de la mise en place de cette approche? Est-ce que vous constatez un impact concret là, sur la qualité des nouveaux développements? Là? Oui, là, malheureusement, c'est qu'on n'a pas eu la chance vraiment de le mettre en application parce que les développements actuels se font souvent par phase. Donc, quand la phase est déjà cannée, adoptée par le Conseil, c'est que là, on ne peut pas vraiment le passer dans la grille d'analyse de ce règlement-là. Sauf ce qu'on a fait avec les promoteurs actuels, c'est qu'on a essayé de négocier à la pièce pour ajouter des plantations d'arbres, pour modifier certaines choses dans le projet, de réduire les îlots de chaleur, favoriser les îlots de fraîcheur. Donc, c'est de cette façon-là qu'on négocie les phases qui sont déjà comme attachées avec le conseil municipal. Mais on a très hâte de recevoir un vrai projet qu'on pourra passer au peigne fin dans la grille. Là, on est très fébrile à cet égard-là. Bien, c'est super, merci. Peut-être, Madame Demers, je vous inviterais peut-être même à répondre par écrit aux autres questions qu'il va y avoir pour votre présentation. On va pouvoir passer directement à Jean-François Morissette de la ville de Victoriaville. Peut-être juste arrêter votre partage d'écran, Madame Demers. Voilà.
Donc, M. Morissette, vous pouvez commencer votre partage d'écran et votre présentation. Je vous laisse vous présenter. Ce ne sera pas long. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc, je m'appelle Jean-François Morissette. Je suis directeur du service de la gestion du territoire à la ville de Victoriaville depuis maintenant, depuis bientôt 9 ans. Depuis ces années-là, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs projets là, en lien avec notamment le développement durable, là, qui est plus la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de nos interventions en matière réglementaire, puisque c'est la thématique de la journée, mais je vais en profiter pour, je vais d'abord vous présenter dans quel contexte ça a été mis en place. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Victoriaville, Victo est au centre du Québec, donc pas si loin de Nicolette finalement. Victoriaville, c'est une ville de 47 000 habitants qui est située là, à 1 heure et demie des grands centres, donc on est en plein cœur du Québec. La notion de développement durable, elle est très bien intégrée à Victoriaville depuis plusieurs décennies. Ça a commencé principalement avec la gestion des matières résiduelles et graduellement, là, ça s'est implanté avec diverses sphères de l'intervention municipale. Et dans sa dernière planification stratégique, le Conseil une des 6 orientations que le Conseil a adoptées, c'est que Victo demeure une ville modèle en termes de développement durable, puisque ça fait partie des valeurs principales de la ville. Donc, en janvier 2019, là, suite à l'adoption de notre planification stratégique, on a entièrement revu notre plan d'urbanisme. Et sur les 7 orientations du plan d'urbanisme, 3 pointent directement vers le développement durable. La première est de stimuler la revitalisation et l'attractivité des quartiers anciens, puisque c'est des endroits où on retrouve tous les services. Et ce sont les endroits où les déplacements peuvent être les plus courts, donc les plus faciles en transport actif. Donc, on vise à redynamiser là, les quartiers anciens, orienter la croissance vers une utilisation optimale du sol et des infrastructures. Dans les 2 cas, ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables, donc on veut les utiliser à leur plein potentiel. Et finalement, soutenir l'innovation visant à diminuer l'empreinte écologique des activités urbaines. Donc là, on va vraiment concrètement dans les interventions là, qui sont faites. Comment on met en œuvre ces orientations-là, comment on vit ces valeurs-là. En fait, il y a des programmes incitatifs qui sont destinés à mettre ça en œuvre, notamment le programme VHD, Victoriaville Habitation Durable, qui est disponible pour l'ensemble des villes du Québec qui veulent bien l'utiliser. D'ailleurs, il y a Varennes, Repentigny, l'ensemble de la MRC des Sources, Plessisville. Donc, il y a quelques villes, quelques municipalités du Québec qui utilisent ce programme-là, qui est un programme de subvention à la construction verte et également à la rénovation. Ensuite de ça, on a mis en place également le programme Réno-Quartier qui vise les quartiers centraux, là, qui vise à atteindre l'objectif que j'ai mentionné tantôt, donc de stimuler la rénovation dans les quartiers centraux pour y attirer une nouvelle clientèle qui n'aura peut-être pas besoin d'avoir une 2e voiture ou une 3e voiture comme c'est courant pour faire ses activités quotidiennes. Finalement, le programme de restauration patrimoniale, parce qu'il dit quartier centraux, quartier ancien, dit également patrimoine. Donc, on a un programme de restauration là-dessus. Donc, les 2 derniers programmes qui sont cités ici visent directement les quartiers centraux à faible, disons, les quartiers sobres en carbone, comme dirait l'organisme Vivre en Ville avec lequel on collabore régulièrement. Mais on n'a pas que des programmes incitatifs. On a également mis en œuvre là, des aspects réglementaires. De l'adoption du plan d'urbanisme, évidemment, a découlé la refonte de différents règlements municipaux, dont le règlement de zonage, où on est venu encadrer certains aspects de façon un petit peu plus serrée pour viser une meilleure performance environnementale des projets qui sont présents dans notre quartier. Et non seulement environnemental, mais on parle de développement durable. Donc, on touche les 3 axes du développement durable, que ce soit l'environnement, le développement social, également le développement économique. Donc, nous avons mis en place notamment de nouveaux ratios pour diminuer le nombre de stationnements exigés lors de la mise en place de certains projets.
On a même implanté un ratio maximal pour éviter que les Walmart, les Home Depot, les Power Centers de ce monde viennent inonder le territoire de vastes mares de stationnement qui servent finalement seulement que le 23 décembre. Le reste de l'année, ils sont occupés à 40 %. Donc, on veut éviter ce genre de situation-là à l'avenir. Et également, on est venu implanter de nouvelles normes d'aménagement des stationnements pour s'assurer qu'il y a vraiment beaucoup plus de verdure, beaucoup plus de canopée qui est intégrée à l'intérieur de canopée, je veux dire, de plantation d'arbres qui va venir couvrir éventuellement là, ces surfaces noires-là, réduire les îlots de chaleur notamment, mais réduire également les surfaces imperméabilisées à l'intérieur des stationnements. On est venu également mettre des normes sur la couleur des toits pour s'assurer que les toits plats soient à faible réflectance. Parce qu'on a fait une carte thermique entre autres de notre territoire, puis on a vu que les endroits où il y avait de très grands toits noirs, par exemple les centres commerciaux, il y avait des différences jusqu'à 6 degrés avec les quartiers adjacents. Donc, on est venu influencer cet aspect-là. Également, toute la notion d'imperméabilisation, j'en ai parlé tantôt, là, la notion de gestion des eaux pluviales est au cœur des interventions que les villes doivent faire aujourd'hui. Et donc, on a tout intérêt à ce que les sols soient le plus perméables possible. Donc, on est venu vraiment modifier nos normes pour, par exemple, autrefois, on exigeait que les stationnements soient pavés. Désormais, on autorise, on favorise même là, ce qu'on voit à l'écran, les genres de pavés végétaux pour s'assurer qu'il y a de l'infiltration qui se fait à travers de ça. En même temps, ça réduit la notion de réflectance, donc d'îlot de chaleur. Également, on est venu influencer le nombre d'arbres qu'on demande. Là, donc, lorsqu'il y a des projets, on exige davantage d'arbres que ce qui était avant. En parallèle avec ça, on donne beaucoup plus d'arbres à nos citoyens pour qu'ils puissent les planter dans le cadre de leur projet. On est venu également augmenter le pourcentage d'espace vert qui est demandé sur les terrains. Donc, ça demeure toujours il faut concilier en fait la densification qui est une mesure souhaitable en termes de développement durable avec cette mesure-là là, qui exige davantage d'espace vert. Donc, c'est jamais blanc et noir, donc il faut parfois faire des compromis entre deux notions pour arriver à nos fins, mais à tout le moins, on demande davantage de verdure aux promoteurs lors du dépôt des projets. On a également autorisé la notion de pavillon secondaire, donc dans nos quartiers centraux, il y a des terrains assez grands. On veut venir faire une densification douce en intégrant, comme je mentionnais, des pavillons secondaires, donc une deuxième habitation sur un terrain unifamilial. C'est une mesure qui rejoint aussi la notion de redéveloppement et de stimulation de l'utilisation des quartiers centraux pour venir intégrer la notion de densification. L'exemple qu'on voit à l'écran, on se retrouve avec une densification de 200 % là, parce qu'on passe de 1 à 2 logements. Donc, graduellement, c'est une mesure qui nous permet d'intégrer davantage de logements dans ces quartiers-là. Évidemment, je parle de densification depuis tantôt sur certains grands axes qui sont bien desservis en service, des secteurs où on retrouve beaucoup de services, mais là, on a favorisé une densification, donc on permet, par exemple, un nombre de logements plus grand ou une hauteur plus grande, et on vise à certains endroits là, un immeuble un peu comme celui-ci, là, avec une mixité de fonctions à l'intérieur, donc du commercial au rez-de-chaussée et de l'habitation aux étages pour toujours que les résidents aient le moins possible à se déplacer pour accéder à leurs services. Une autre mesure qu'on a mis en place qui peut sembler banale, mais c'est l'utilisation des comptes des bâtiments. Donc, c'est comme si on autorisait un étage supplémentaire. Donc, ça permet à des familles qui, par exemple, auraient besoin d'un espace supplémentaire, au lieu de déménager en périphérie et de venir s'implanter dans des quartiers qui vont nécessiter beaucoup plus de déplacements motorisés, bien, on leur offre la possibilité d'utiliser le compte des bâtiments là, pour agrandir leurs aires de vie. Finalement, il y a je vous ai parlé du programme Victoriaville Habitation durable. Donc, la notion du programme, à l'origine, le programme Victoriaville Habitation durable visait à stimuler le développement de bonnes habitudes en matière de construction. Et l'idée de base de ça, c'est on se disait, on va inciter au début pour mettre en place les bonnes habitudes. Et après ça, après quelques années, on va implanter, on va en faire des normes. Une fois que les gens seront habitués, on va en faire des normes pour que ça s'étende dans la grandeur.
Et en 2016, on est venu intégrer 13 des mesures qui étaient autrefois incitatives. On les a mis obligatoires dans le règlement de construction. Donc, que ce soit pour des portes et des fenêtres certifiées Energy Star, les appareils de ventilation également. On exige des drains de fondation là, pour s'assurer là, que les drains puissent être nettoyés. Il y avait un problème d'Ocfera, Vito, entre autres. Ça permet de régler ça. Il faudrait conclure rapidement. Oui, donc des dispositifs pour évacuer le radon, des portes et fenêtres Energy Star, des exigences plus élevées en matière d'isolation, la présence de thermostats électroniques, des instruments de plomberie à faible débit, des notions d'accessibilité universelle qui rejoignent la notion de social, par exemple des fonds de clouage pour pouvoir adapter les salles de bain, mettre les interrupteurs plus bas, des corridors plus larges, également des portes plus larges, et finalement, s'assurer qu'on récupère les eaux de pluie là, vers les zones végétalisées des terrains. Et récemment, on a adopté un règlement sur l'entretien des bâtiments et la démolition des bâtiments qui vise à préserver ces bâtiments-là plutôt que de les démolir. Finalement, les clés qui ont été nécessaires pour arriver à ces changements-là, évidemment, ça a pris un leadership politique administratif, beaucoup de communication, beaucoup de communication et une certaine ouverture d'esprit lors de discussions avec les contracteurs, entre autres, pour venir trouver des objectifs communs à l'intérieur de ces normes-là. Donc, c'est ce qui a fait le succès de ce qui a été mis en place depuis les dernières années. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre possibilité pour me permettre de vous présenter ces différentes. On a déjà quelques questions. Je vais commencer par la question de Rebecca Filion. Donc, est-ce que vous favorisez clairement et concrètement la coupe minimum d'arbres lors de nouveaux projets résidentiels et commerciaux? Elle dit planter de nouveaux arbres, c'est bien, mais conserver les arbres matures présents, c'est sûrement plus avantageux là, sur plusieurs aspects. Effectivement, on travaille avec les promoteurs dans ces cas-là. Ce n'est pas toujours évident en matière réglementaire. C'est vraiment beaucoup plus lors des discussions qui ont lieu avec les promoteurs. Puis comme Isabelle Demers le parlait tantôt, là, la Ville a toujours la liberté de signer ou non là, une entente promoteur lors de nouveaux développements. Puis les négociations avant ces signatures-là tiennent compte de cet aspect-là. En contrepartie, ce n'est pas toujours facile de maintenir une végétation en place lors de nouveaux développements parce que souvent les niveaux du sol sont appelés à changer. Puis lorsqu'on remblaye en milieu forestier, les arbres en souffrent beaucoup. L'autre chose, c'est que quand on est dans une forêt et qu'on vient couper des arbres pour construire de nouvelles maisons, souvent le reste des arbres qui sont présents deviennent très exposés au vent. Donc on assiste aussi, là, dans les cas où les arbres sont conservés, on assiste à l'occasion à des arbres qui sont déracinés par le vent parce qu'ils sont plus protégés par le couvert forestier qui les entourait auparavant. Mais on essaie d'y arriver. Super. Deuxième question. Est-ce qu'il y a les mesures comportent des malus, donc j'imagine des pénalités? Si les rénaux ne sont pas selon les standards dans le règlement, est-ce que l'entrepreneur est pénalisé, par exemple, une perte de contrat ou des amendes? Bien, dans le cas qu'on parle, c'est vraiment de la réglementation municipale, donc c'est normatif. Il n'y a pas de négociation possible. Quand ça prend des équipements de plomberie WaterSense ou des interrupteurs plus bas pour permettre l'accessibilité universelle, tu les fais. Tu n'as pas le choix. Tu n'auras pas de permis de construction si tu ne le fais pas. Puis si jamais tu le fais, ben, on va te donner une contravention pour non-respect des réglementations municipales. Puis on peut t'exiger de modifier tes travaux pour le remettre aux normes. Super. Juste un petit rappel, là, si vous avez des questions, là, vraiment les écrire dans la section questions et réponses et non dans le chat. Donc, j'ai une autre question ici. Comment les promoteurs réagissent face à ces nombreuses réglementations? Est-ce qu'on voit une hausse des coûts d'habitation? Donc, les promoteurs, est-ce qu'ils référeraient la facture aux acheteurs, par exemple? C'est sûr qu'au début, la réaction a été très négative de la part je ne dirais pas des contracteurs, de certains contracteurs.
qui nous disait exactement ce que vous mentionnez, là, que ça peut augmenter les coûts pour la population, que la clientèle ne veut pas ça. Par exemple, les dispositifs d'accessibilité universelle, quand le premier acheteur qui achète la maison, lui, il n'a aucun problème en matière de mobilité, il va dire « j'ai pas besoin de ça », mais alors que nous, on regarde à long terme, puis on regarde à l'habitabilité de cette maison-là sur l'ensemble de son histoire. Donc, tu sais, il y a eu des incompréhensions comme ça au début. Puis on nous disait qu'il devait, par exemple, agrandir les maisons, il y aurait des coûts supplémentaires, mais dans la vraie vie, on a eu la chance d'avoir une population qui était très favorable à ces mesures-là. Donc, les contracteurs avaient beau être contre, il y avait un appui populaire important, donc ils se sont adaptés au fil du temps. Super. Une dernière question assez rapidement. Comment fonctionne votre règlement visant à favoriser la rénovation des vieilles maisons plutôt que leur démolition? En fait, ce sont des règlements sur l'entretien. Donc, on exige qu'ils entretiennent les bâtiments. Donc, s'il y a une négligence à ce niveau-là, comme je disais tantôt, c'est normatif, là. Donc, on a des mesures qui peuvent être prises, des mesures coercitives, des mesures juridiques qui peuvent être prises contre un propriétaire qui serait récalcitrant en cette matière. Super. Donc, en fait, ça conclut pas mal le webinaire. Isabelle Demers, vous êtes toujours présente? J'imagine que... Oui, moi, je suis là. Bon, super. Donc, en fait, un grand merci. En fait, on espère qu'on a pu inspirer d'autres municipalités MRC à travers là, des exemples innovants que Mme Demers de la ville de Nicolet a pu présenter et M. Jean-François Morissette de la ville de Victoriaville. Un énorme merci. Donc, c'est ce qui conclut notre webinaire. Donc, on espère que l'outil qui a été présenté également pourra vous encadrer à développer des normes dans cette même voie-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, derniers éléments, on va envoyer tous les visuels par courriel des présentations qui ont été présentées aujourd'hui. Donc, un grand merci pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.